Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf P, nous commençons à la Mishnah, à la première ligne. La Mishnah nous dit Aloker Perot Shovach Mechavero, un homme qui achète les fruits d'un pigeonnier de son prochain. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, au mois de Nissan, il lui dit est-ce que tu peux me vendre les fruits, c'est-à-dire les petits qui vont naître de ce couple, de ce pigeonnier? Étant donné que, généralement, les oiseaux, les pigeons, mettent au monde tous les mois un mâle et une femelle. Donc il lui demande de lui vendre les fruits, c'est-à-dire les petits qui vont naître toute cette année. Le Rashbam nous dit même que chaque mois ils vont mettre au monde un mâle et une femelle, à l'exception du mois de Hadar. Le mois de Hadar, ils ne mettent pas au monde. Donc ces petits appartiennent à l'acheteur, mais la mère, c'est-à-dire le couple, n'appartient pas à l'acheteur, reste la propriété du vendeur, donc du premier propriétaire. Lorsqu'un homme achète les fruits, c'est-à-dire les petits d'un pigeonnier d'un couple, Mechavero de son prochain, Mafriach Bricha Rishona. Mafriach, c'est-à-dire il laissera envoler, mais plutôt il laissera au propriétaire Bricha Rishona, c'est les premiers petits, le premier couple qui est né. Puisque l'acheteur se garde la mère, donc le couple, on va lui laisser aussi le premier couple qui va naître. Pourquoi? Parce que pour que la mère reste dans ce pigeonnier, il faut lui laisser ses enfants. On n'est pas obligé de lui laisser tous ses enfants, tout ce qu'elle mettra au monde, mais au moins les premiers. Lorsque les premiers restent, la mère qui est attachée, comme nous verrons dans la Gemara, à son, entre guillemets, son mari, à son mâle, et aussi à ses enfants, donc grâce au mâle et au premier couple qui va naître, ils vont rester avec la mère ne va pas s'enfuir, va rester la propriété du mocher, du vendeur, étant donné que le vendeur n'a vendu que les fruits de ce shovar, mais il n'a pas vendu la mère, il n'a pas vendu le shovar lui-même. Ça c'est donc le din de la Mishnah, Mafriach Bricha Rishona, il laisse la Bricha Rishona, c'est-à-dire les premiers petits, le premier couple qui va naître. Nous verrons dans la Gemara qu'on va laisser aussi le premier couple de ce premier couple, puisque lorsque la mère met au monde, donc ce couple qui va naître, 2 mois plus tard, vont aussi faire des petits tous les mois. Donc tout couple qui naît est appelé une bricha. On laissera la bricha rishona, c'est-à-dire pour la mère le premier couple, on laissera les premiers qui vont naître, et on laissera à ces premiers qui vont naître aussi une bricha, afin que eux-mêmes ne s'enfuient pas, ne partent pas. C'est vrai qu'on a besoin de la bricha rishona pour la mère, mais il faut une bricha rishona, cette rishona qu'on va appeler dans la Gemara bricha shniya, pour le premier couple, afin que le premier couple soit rattaché par ses enfants et ne s'envole pas. Donc on laissera le premier couple, donc les parents, qui vont être ici appelés les grands-parents. Ensuite, on laissera le premier couple qui va naître, les enfants, et on laissera les enfants, le premier couple de ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants. Donc nous avons 3 générations qui vont rester, afin que le shovar, que le pigeonnier, puisse continuer d'exister. Et comme nous le verrons dans la Gemara, donc nous avons besoin toujours de laisser tzavata le'ima, c'est-à-dire on doit essayer de faire en sorte que la mère soit accompagnée. Donc nous verrons dans la Gemara exactement quel est ce din, quelle est cette nature chez les bêtes, puisque nous voyons aussi que nous ne laissons que 3 générations. Il n'est pas nécessaire de laisser encore une autre génération. On ne va pas dire qu'à chaque fois les petits vont s'envoler, il faut leur laisser leurs propres petits. Un autre din, nous dit la Mishnah, un homme achète perot kaveret, les fruits kaveret d'une ruche, notel shalosh nechilim ou mesares.
il prendra 3 essaims d'abeilles, ou Messares, et ensuite, nous verrons dans la Gemara, pour dire ou Messares, normalement il va castrer les abeilles, nous verrons ce que cela signifie. Et là encore, le Rashbam nous explique la nature des abeilles, c'est-à-dire que les abeilles ont l'habitude de mettre au monde, donc tous les 9-10 jours, un nouveau essaim d'abeilles va sortir de la première ruche, va se poser sur un arbre. On va ensuite apporter une ruche afin qu'elle soit habitée par cet essaim, et ainsi de suite. Donc 9-10 jours plus tard, va ressortir notre essaim d'abeilles de la première ruche. Et tous les 9-10 jours, va naître un nouveau essaim d'abeilles. Et le Rashbam dit, parfois les abeilles faisaient jusqu'à 7-8 fois, en Yavan, en Grèce. Et là où se trouvait le Rashbam, c'était en majorité, il y avait 3 essaims d'abeilles qui venaient naître de ces premières abeilles. Et comme nous le verrons dans la Gemara, le premier essaim est meilleur que le troisième, est plus fort. Le troisième est le moins bon, le Garoua Mikulam, comme dit le Rashbam. Donc c'est pour cela que celui qui a acheté des fruits, c'est-à-dire les abeilles qui vont naître de cette ruche, il prendra Shalosh Nechilim, c'est-à-dire 3 essaims, les 3 premiers essaims, mais pas plus. Ou Messares, et ensuite, on va, d'après une explication dans la Gemara, castrer les abeilles, on va les empêcher de mettre au monde afin que les abeilles puissent produire du miel. Tant que l'abeille met au monde des petits, elle ne produit pas d'abeilles. Donc, Messares, afin que le premier propriétaire qui garde les abeilles dans le ruche puisse recevoir du miel. Un autre digne que nous donne la Mishnah, Chalot de vache. Un homme achète des pains de miel. C'est-à-dire, dans la ruche, il y a des sortes de chalot, de pain de miel, il y en a parfois 10 ou 20, où se trouve mélangé du miel et de la cire. Donc celui qui a vendu les pains de miel, les chalot de vache, n'a pas vendu la ruche elle-même. Donc l'acheteur manière jeter chalot, laissera 2 chalot, afin que les abeilles puissent se nourrir en hiver de ces 2 pains de miel, pour que le propriétaire puisse garder sa ruche et ses abeilles. Un dernier din dans la Mishnah, Zetim Lakutz, si un homme vend ses oliviers, Lakutz pour couper le bois de ses oliviers, manière jeter kroufiot, l'acheteur devra laisser au vendeur 2 branches, afin que par ces 2 branches, le premier propriétaire puisse avoir d'autres oliviers. La Gemara va se pencher sur le premier din, Loker Perot Shovach Mechavero, Vatania pourtant demande la Gemara, donc dans le din des oiseaux qui mettent au monde chaque mois, nous avons vu qu'on va laisser pour le premier couple, Bricha Rishona, le premier couple qui va naître. Pourtant, demande l'Agma, Vatania, Bricha, Rishona, Veshnia. Nous avons une braïta qui nous dit qu'on va laisser Bricha, Rishona, Veshnia, c'est-à-dire le premier couple et le deuxième. Cela nous laisse sous-entendre qu'on va laisser, par exemple, lorsque les oiseaux ont mis au monde un couple au mois de Nissan, un autre au mois de Iyar, mais ainsi de suite tous les autres mois, on va laisser tout d'abord les oiseaux qui sont nés au mois de Nissan et au mois de Iyar, et ce n'est qu'ensuite que l'acheteur va prendre les oiseaux. Donc cela veut dire qu'il faut laisser 2 brichot, 2 coupes. Pourtant, la Mishnah, c'est marqué bricha rishona. Amar Rav Kahana répond lokashia. Hala haleima. En vérité, dit Rav Kahana, ce n'est pas 2 brichot du premier couple. C'est en vérité, comme nous l'avons expliqué, il y a les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. On va laisser, pour le premier couple d'oiseaux, on va laisser la bricha rishona, les premiers qu'ils ont mis au monde, puisque les premiers qu'ils ont mis au monde sont là pour être tzavata leima, pour rester avec la mère. Mais eux-mêmes, pour pouvoir s'attacher et rester avec la mère, ont besoin de leurs propres enfants. Donc la shnia, c'est en vérité les petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de ce couple-là, le couple de ce couple, qui vont mettre au monde, donc comme le Rashbam m'avait expliqué, on va dire que le premier couple a mis au monde au mois de Nissan
un mâle et une femelle. Ce mâle et cette femelle, au bout de 2 mois, vont eux aussi mettre au monde des petits. Donc 2 mois plus tard, vont naître une bricha qui est appelée bricha shnia qu'on doit laisser pour que le premier couple puisse aussi avoir donc un lien avec leurs enfants pour pouvoir rester avec la mère. C'est ce que l'Agma dit, hala haleima. Dans un cas, la bricha shnia c'est pour que ce soit tzavta pour qu'il reste avec la bricha rishona et la bricha rishona pour la mère. Ma'eshena ima de mitzavta abarta ve'azuga. Deshavkinana demande l'Agma comment se fait-il que la mère, qui est donc ici la grand-mère, peut se suffire d'être accompagnée par le premier couple et le mâle, puisqu'on laisse le mâle le premier couple, mais alors le premier couple devrait suffire aussi du couple donc des parents et du mâle, ve'azuga, deshavkinana qu'on laisse. Et l'Agma répond que non. Ima abarta mitztavta, c'est-à-dire la mère, lorsqu'elle est accompagnée de ses enfants, de sa fille, donc elle ne va pas s'enfuir, elle est attachée à sa fille, mais Barta Aima lo mitztafta, la fille n'est pas aussi attachée à la mère, donc la fille a besoin de ses propres enfants pour pouvoir rester avec la mère. Mais une fois que nous avons 3 générations, nous explique le Rashbam, il n'est pas nécessaire de donner une 4e génération à la 3e génération, parce qu'étant donné qu'il y a 3 générations, donc même les petits-enfants, cette fois-ci, vont se suffire d'être accompagnés par leurs parents et les grands-parents. Mais tant qu'il n'y a pas 3 générations, les enfants vont s'enfuir, étant donné qu'il n'y a rien qui les retient. La mère ne retient pas la fille a besoin de ses propres enfants. La Gemara continue, Perot kaveret notel shalosh nechilim ou mesares. Donc nous avons vu que si un homme a acheté les fruits d'une ruche, c'est-à-dire les abeilles qui vont naître, il va prendre 3 essaims ou mesares, ensuite il est mesares. Mesares, c'est comme les mesares en zachar, on empêche de mettre au monde, donc on va le castrer. Ma mesarsam, demande la Gemara, comment va-t-on castrer les abeilles? Amar Rabuda mar Shmuel bechardal. Rabuda dit Shmuel bechardal avec de la moutarde, c'est-à-dire qu'on va leur donner à manger de la moutarde. Amre b'ma'arava, on rejoint la sugia de chardal que nous avons vu dans les premiers prakim. Amre b'ma'arava mishmed Rabbi Yosef bar Chanina. En Ma'arava, en Eretz Israël, on a dit au nom de Rabbi Yosef bar Chanina, lo chardal mesarsan. Ce n'est pas que le chardal va empêcher les abeilles de mettre au monde, va les castrer. Et la mitor chez Piem Chad, mais étant donné que les abeilles mangent de la moutarde, les grains de moutarde, à ce moment-là, leur bouche va être chad, c'est-à-dire va leur piquer, et chosrot ve'ochlot et dovshanan. Donc, elles vont, les abeilles, manger leur miel. Et donc, puisqu'elles vont manger leur miel, on nous explique le Rashbam, lorsqu'elles vont être rassasiées, elles vont manger tellement de miel, elles ne vont pas mettre au monde des petits, et à ce moment-là, elles vont recommencer à produire du miel. Rabbi Yochanan Amar, Notel Shlosha Nechilim Besirus. Rabbi Yochanan lui a une autre explication. Il nous dit ce qui est marqué au Messares ne signifie pas qu'il faut empêcher les abeilles de mettre au monde, donc les castrer même par du miel. Mais ici le Sirus n'est pas un lachon de Messares, le Zachar, de castrer le mâle, mais Besirus menachon Siruk, c'est-à-dire une fois sur 2. D'après Rabbi Yochanan, il va prendre Shlosha Nechilim, il ne va pas prendre les 3 premiers essaims, il va prendre le premier, le 3e et le 5e. Mais le 2e, le 4e et le 6e resteront la propriété du vendeur. Et pour quelle raison? Afin que chacun des deux, le vendeur et l'acheteur, puisse avoir les meilleurs comme les moins bons, étant donné que plus les abeilles mettent au monde d'autres abeilles, moins les abeilles nées sont bien portantes, sont fortes, et moins elles produisent du bon miel. Donc pour Rabbi Yochanan, Messares prendra une fois sur 2. Bematnita Tana, mais dans une braïta, nous avons enseigné que notel shalosh nechilim bezeacharze, mikan vaelach notel achat ou maniach achat. Dans une braïta, c'est marqué qu'il va prendre 3 nechilim, 3 essaims d'abeilles l'un après l'autre, Mikan vaelach, et ensuite notelachat ou maniachachat, il prendra un et il laissera un.
le Rashbam nous dit que c'est donc aussi la halacha, puisque la Braïta et la Mishnah ont l'air de dire la même chose, puisque c'est d'abord marqué dans la Mishnah qu'il prend 3 nechilim, mais ensuite il est messares. Donc ensuite il est messares, ensuite il prendra un essaim sur 2. On continue, chalot vache manière shte chalot, donc nous avons vu les pains de miel, celui qui a du pain de miel, il laissera 2 pains de miel qui seront la nourriture des abeilles. Nous allons rentrer ici dans une belle sugia, une sugia de Touma, d'impureté. Amar Rav Kahana nous dit dvash bekaveret, du miel dans une ruche, eno yotze mide machal leolam, ne perd pas son statut d'aliment à jamais. C'est-à-dire que le miel, même dans sa ruche, garde le statut d'aliment par rapport aux dynimes de Touma et de Tahara. Pour que ce qui a été touché par une source d'impureté soit impur, il faut certaines conditions. Il faut d'abord définir ce qui a été touché. Est-ce que c'est un kéli, un ustensile? Si c'est un ustensile, il ne sera impur que s'il a été touché par une source d'impureté, mais pas par celui qui a touché la source d'impureté. Il faudra donc voir est-ce que c'est un kéli, ou un ma'achal, ou un aliment. Un aliment peut être tamé même par un vlad à touma. Mais il y a un chiour pour un ma'achal, pour un aliment. Le chiour, c'est kabetza, comme le volume d'un œuf, pour pouvoir communiquer cette impureté. Ou ça peut être parfois un mashké, c'est-à-dire de la boisson. Et donc le chiour n'est plus kabetza, mais revi'it, un revi'italogue. Ici, Rav Kahana vient nous enseigner que dvash bekaveret, le miel, lorsqu'il est dans la ruche, il ne perd pas son statut d'aliment, bien que parfois les abeilles vont elles-mêmes manger le miel, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc ce n'est plus du miel destiné aux humains, aux hommes, donc ce n'est peut-être plus un ma'achal, un aliment, c'est la nourriture des abeilles. Malgré tout, tant qu'il ne l'a pas destiné explicitement pour les abeilles, ça reste un ma'achal. Le Rashbam poursuit, il nous dit, d'après une deuxième explication, que Rav Kahana voudrait nous enseigner que le dvash, tant qu'il est dans la ruche, il a un statut de ochel, mais s'il coule de la ruche, il a un statut de mashké, de boisson. Sauf s'il a pensé qu'il va manger ce miel et donc il va garder un statut de ochel. Donc Rav Kahana nous enseigne. Le miel qui se trouve dans la ruche garde son statut de ma'achal leolam à jamais. Alma kasavar lobaï marshava. Donc nous dit la Gemara, il n'est pas nécessaire pour Rav Kahana de penser au miel de cette ruche, de lui donner un statut de ma'achal. Il reste, depuis le début, ma'achal et il ne perd pas son statut de ma'achal d'aliment. Mais la Gemara vient objecter. Donc à travers les quelques lignes qui suivront, nous verrons, nous comprendrons mieux ces dynimes de ma'achal ou de mashké. La Gemara nous rapporte ici une braïta métivée dvash bekaveret, le miel dans une ruche. Eno lo ochel velo mashké. Il n'est ni considéré comme un aliment pour pouvoir communiquer l'impureté lorsqu'il a le volume de kabetza d'un œuf, et il n'est ni considéré comme un mashké, comme une boisson, pour communiquer l'impureté des revi'it par le shiur de revi'it. Le Rashbam précise que lui-même, c'est-à-dire l'aliment ou le mashké, n'a pas besoin de shiur pour devenir impur, mais pour communiquer l'impureté. Donc ce miel dans la kaveret n'a ni un statut de ochel, ni un statut de mashké, donc ne pourra pas devenir impur. C'est en tout cas une question sur Rav Kahana, puisque Rav Kahana a dit que le miel dans la kaveret a le statut d'un ochel. Amar Abaye répond, Lotzricha ela leotan shtechalot. Abaye répond, Lotzricha ela leotan shtechalot, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la braïta, que le dvash bakaveret dans la ruche n'a ni le statut de ochel, ni le statut de mashké. Ces shtechalot, ce sont ces 2 pains de miel qu'on laisse pour les abeilles, puisque elles vont être mangées par les abeilles, et c'est pour cela qu'elles n'ont plus le statut d'un ochel, d'après la braïta. Rav Kahana donc, ne nous parle pas de ces 2 pains de miel qui sont laissés pour les abeilles. Ça, c'est ce que répond Abaye. Rava Amar,
Rava lui donne une autre explication. Pour Rava, lorsque c'est marqué Dvash, on ne va pas limiter à ces 2 pains de miel. Donc Rava ne veut pas expliquer comme Abaye, nous explique le Rashbam. Et donc Rava préfère dire que Rabbi Eliezer I, c'est-à-dire que la Braïta n'est pas l'avis de tous, c'est Rabbi Eliezer qui est un avis unique. D'Etna, nous avons une Mishnah. Kaveret Dvorim, une ruche d'abeilles. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Arik Karka. Elle a le statut d'un karka, d'un terrain. Nous l'avons vu déjà dans Daf Samerhe. Nous avons expliqué tous les dynimes de cette Kaveret Devorim. Donc, tant qu'elle est rattachée au sol, elle a le statut d'un terrain. Et donc, quand on aller à prosbol, puisque pour le prosbol, nous avons vu, il faut avoir un terrain. Celui qui a emprunté doit avoir un terrain. Donc, s'il a une ruche rattachée au sol, c'est considéré comme s'il a un terrain. On peut écrire un prosbol. Vena mekablet tuma. Si une source d'impureté l'a touchée, elle ne sera pas impure, puisqu'elle est rattachée au sol. C'est comme si une source d'impureté touche le sol ne devient pas impur. Donc elle n'est pas mekabletuma bimkoma sur son endroit. Ve'arode mimena beshabat raev khatat, celui qui vient enlever, qui fait couler le Shabbat, le miel, qui enlève le miel de cette ruche, il est chayav khatat, il transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est tolesh, comme s'il détache un fruit de l'arbre. Vachachamim omrim en kodvim ale à prosbol, pour les chachamim, on n'écrit pas de prosbol, ce n'est pas un karka. Venak et karka, elle n'a pas le statut de karka. On mekabelet touma, elle peut devenir impure bimkoma là où elle se trouve. Ve'arode mimeno beshabbat patour, et celui qui va donc enlever du miel de cette ruche Shabbat, il est patour. Ce n'est pas considéré comme s'il enlève quelque chose rattaché au sol. Et Amar Ablazar vient expliquer la raison de Rabbi Eliezer. Maïtamad Rabbi Eliezer, dit-il, puisque c'est marqué Vaïdbol ota beyarot de vache. Il l'a trempé à propos de Jonathan dans Yaharat de vache. Donc on voit que le miel est comparé à Yaharat, comme Yahar, comme une forêt. Vechima inyan Yahar et sel de vache, quel rapport entre une forêt et le miel? La lomar lecha, pour te dire, ma Yahar atolesh meno beshabat chaev chata, de manière une forêt, celui qui détache une feuille, un fruit de l'arbre beshabat et chaev chatat, tolesh, av de vache, avodem meno beshabat chaev chatat. Donc même le miel, celui qui enlève de la ruche, le miel Shabbat est chayav khatat. C'est la raison de Rabbi Eliezer. Et donc pour Rabbi Eliezer, la ruche a le statut de mechoubar la karka. Puisque c'est mechoubar la karka, même s'il pense qu'il va manger le miel de cette ruche, le miel ne prend pas le statut d'un ma'achal, d'un aliment, puisqu'il est encore rattaché au sol. Donc Rava répond de cette manière. Ce qui est marqué dans la Braïta, Dvash bekavret enalo ochel velo mashke, c'est d'après Rabbi Eliezer, puisque c'est rattaché au sol, c'est comme le sol, donc ça n'a pas le statut ni de ochel ni de mashke. Et Rav Kana nous parle d'après les Chachamim. La Gemara continue. Donc nous avons eu 2 explications comment comprendre Rav Kana. Et la Gemara continue métivée avec une objection. C'est marqué Dvash Hazav Mkaverto, un miel, le miel qui coule de sa ruche. Enolo Chel Velo Mashke, n'a ni le statut d'un aliment ni d'un mashke. Ici, dans la Braïta, c'est marqué le miel qui coule de la ruche. Comment va-t-on expliquer cette Braïta? Encore d'après Abaye, on peut comprendre. Elle a les Rava Kashem, mais pour Rava, nous avons une difficulté. Donc le Rashbam nous explique pourquoi d'après Abaye on comprend, étant donné que Abaye nous avait expliqué que le miel qui était réservé aux abeilles, les 2 pains de miel, n'ont pas le statut de ochel. Donc on dira aussi, ce qui est marqué dans la Braïta, le miel qui coule, il s'agit de ce miel-là qui était destiné aux abeilles, et donc c'est ni ochel ni mashke, mais pour Rava, qui lui nous a dit que la première Braïta où le miel n'était ni comme ochel ni comme mashke, c'est d'après Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, c'est tant que le miel est rattaché au sol, mais le miel qui coule de la ruche a bien sûr le statut de ochel. Donc comment va-t-on comprendre enolo ochel velo mashke? C'est ce que l'Agma demande sur Rava. Amar Rav Zvid répond kigon shezav al gabe keli maous. On parle du cas où le miel a coulé sur un ustensile, sur un keli qui était maous, était répugnant, qu'on ne voudra pas ensuite récupérer le miel pour le manger.
Donc puisque dans la caverette, dans la ruche, le miel n'avait pas encore le statut de Ochel d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il était rattaché au sol. Et donc il n'avait pas un digne de Ochel, mais un digne de Karka. Maintenant, lorsqu'il sort et qu'il tombe directement sur un Kéli qui est répugnant, donc on ne va pas consommer le miel, là il faut une marchava particulière, dire je vais manger ce miel pour que ce soit un Ochel. Sinon, ce n'est pas un Ochel et donc on comprendra la Braïta. Le Rashbam rajoute que d'après les Chachamim, puisque le miel est déjà considéré comme un Ochel dans la ruche, il ne perdra pas son statut de Ochel, même s'il tombe sur un Kélim Maous, tant qu'un chien pourra le consommer. Ça, c'est la réponse de Rav Zvid. Rav Acha bar Yaakov Amar, Rav Acha bar Yaakov lui répond Kegon Shezav Agabe Kashkeshim. On parle dans le cas où le miel a coulé sur Kashkeshim, c'est-à-dire sur des petits brindilles, qu'on ne pourra pas ensuite donc récupérer le miel. Pour Rav Acha bar Yaakov, nous explique le Rashbam, si le miel a coulé sur des Kélim Maousim, il restera Ochel. Donc dans ce cas-là, chez Zaval Gabe Kashkeshim, il n'est plus Ochel. Donc on a répondu même d'après Rava. Métiv et l'Agmar objecte avec une autre braïta. C'est marqué Dvash Bekavarto et Nolo Ochel velo mashke. Le miel, tant qu'il est dans la ruche, n'a ni le statut d'un aliment ni d'une boisson. Lorsqu'on a pensé qu'on va manger ce miel sous forme de achila, à ce moment-là, il a un statut de Ochel et il est metamet umat ochlim. Mais les mashkin, on a pensé qu'on va boire ce miel, metamet umat mashkin, il aura le statut de tumat mashkin, donc en fonction du shiur. Bishlam ale abaye nicha. Encore, nous dit la Gemara, Bishlam d'après abaye nicha, on comprend, puisque abaye va expliquer cette braïta dans les 2 pains de miel qui sont réservés aux abeilles. Donc c'est ni Ochel ni mashke. Mais si on pense les achila, ça devient Ochel. Elle a les Rava Kashia, mais pour Rava, nous avons une difficulté. Pourquoi? Puisque pour Rava, qui explique que Rav Kahana nous parle d'après les Chachamim, et la Braïta qui avait dit que le miel est ni Ochel ni mashke, c'est d'après Rabbi Eliezer, là on ne pourra pas expliquer cette Braïta d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi? Puisque pour Rabbi Eliezer, même si on pense qu'on va consommer ce miel, il ne devient pas un ochel pour autant, il ne devient pas un aliment, étant donné qu'il est considéré pour l'instant rattaché au sol. C'est comme si nous avons un fruit de l'arbre, où on pense qu'on va le manger, même si une source d'impureté le touche, tant qu'il est rattaché à l'arbre, il ne deviendra pas impur tant qu'il n'est pas détaché. Donc cette braïta n'est évidemment pas Rabbi Eliezer, mais d'après les Chachamim, et pourtant on voit que Dvash Bekavarto n'a ni le statut de ochel ni de mashke. Amar lecha Rava, Rava va te répondre ainsi, il va te dire Taritz achi. Les mashkin, il faudra répondre dans la braïta que non, que le miel, lorsqu'il est dans la ruche, est ni ochel ni mashké parce qu'il est encore rattaché au sol. Et donc il est indigne de karka. Et même si tu penses le manger ou le boire, il n'aura pas le statut de ochel ou de mashké, comme toute chose rattachée à l'arbre, on ne peut pas lui donner ce statut-là. Tanakavate de Rav Kahana, et on termine avec une braïta. Comme Rav Kahana, Dvash bekavarto metamet umatochlim shelo bemarshava. Donc le miel, lorsqu'il est dans la ruche, a un statut de ochel, il sera impur, tumatochlim, même si on n'a pas pensé particulièrement le consommer. Nous avons terminé avec cette sugia de Touma. Nous revenons au dinim de Zetim Lakutz maner acheter groufiot. Lorsqu'un homme a acheté des oliviers ou tout arbre, combien doit-il laisser? La Gemara nous rapporte ici une braïta Tanura Banan. Lokach ilan mechavero lakutz, celui qui achète un arbre à son prochain lakutz pour le couper, pour prendre le bois. Magbiya minakar katefar, il doit laisser un tefar d'environ 10 cm du sol et ensuite il va couper le tronc vekotset, il coupera, afin que l'arbre puisse repousser par ce petit morceau du tronc qui a été laissé. Betulat hashikma, lorsqu'un homme vend un arbre appelé shikma. Et betulat hashikma, c'est cet arbre qui n'a jamais été encore coupé. Là, il faudra laisser shalosh tfachim, 3 tfachim pour que l'arbre puisse repousser. Sadana shikma, c'est un arbre shikma qui a déjà été coupé une fois. Là, on laissera shne tfachim. Bekanim ou bekifanim, si c'est des roseaux ou une vigne, minapkak ou l'mala, on devra laisser. Et on ne coupera que minapkak ou l'mala, c'est-à-dire du premier pkak, une sorte de nœud. Bien sûr, les vignes de rond dans la vigne.
après on pourra couper et la vigne repoussera. Bedekalim ou be'arazim, c'est un palmier ou un arbre de Erez, un cèdre, chofer ou mesharesh. Là, il devra creuser ou mesharesh et enlever les racines. Il pourra donc même enlever les racines. Pourquoi les fichiers gizan machlif? Puisqu'une fois qu'on coupe le tronc, l'arbre ne reprend pas, donc il pourra enlever et le déraciner. La Gemara va développer. Nous avons vu Biklat Hashikma Shalosh Tfachim Beinan. Il faut 3 Tfachim afin que l'arbre puisse reprendre. Au Minou, pourtant, nous avons une braïta qui nous dit Kotsim Biklat Hashikma Bashvi'it. On ne coupera pas cette Betulat Hashikma, donc cet arbre de Shikma qui n'a jamais été encore coupé. On ne pourra pas le couper pendant la Shemitah, même si on a besoin juste du bois, et donc le bois n'a pas de kedushat shvi'it. Pourquoi on ne pourra pas mipnei shei avoda? Parce que ceci est considéré comme un travail de la terre. Rabbi Yuda Omer kedarko asur. Rabbi Yuda dit, si on coupe comme on a l'habitude, c'est interdit. Ela magbiya asarat fachim bekotsetz. Mais on devra magbiya, donc laisser, montra dit fachim, et ensuite on coupera. O gomem me'am haaretz. Ou bien, on va couper au niveau du sol. Donc, ou bien on laisse dit farim, ou bien au niveau du sol. Donc, nous dit la Gemara, me'am ha'ar et me'im ha'aretz, ogomem me'im ha'aretz, ogomem me'im ha'aretz, ou bien il va couper au ras de la terre. La Gemara nous dit donc, me'im ha'aretz ou décaché. C'est seulement lorsqu'on coupe au ras de la terre que c'est mauvais, donc c'est caché, et donc c'est pour cela que c'est permis pendant la Shemitah, ha'edach ma'alela. Mais lorsque on laisse ne serait-ce qu'un téphar, c'est suffisant, c'est bon pour l'arbre, et donc l'arbre va ensuite reprendre. Donc pourquoi ici, nous avons besoin de laisser 3 tfachim? Amar Abaye, Abaye répond, en vérité, shalosh tfachim ma'alela. Lorsqu'on laisse 3 tfachim, c'est sûr que c'est bon pour l'arbre. Mais ma'aretz, lorsqu'on va couper au ras de la terre, vadaï kashela, c'est sûr que c'est mauvais pour l'arbre. Mais kan va'elar, entre le ras de la terre et les 3 tfachim, l'omak shekashela, vela velu ma'ala, ce n'est ni bon ni mauvais. Donc, Gabé Shvit, à propos de la Shemitah, où on ne veut pas travailler, on ne veut pas apporter un travail dans l'arbre, le développer. Donc, Avdinan Midé des Vadaï Kachila. On fait ce qui est sûr, qui est mauvais pour l'arbre, donc c'est au ras de la terre. Gabé Mekachomemkar, mais à propos d'un Mekachomemkar d'une vente, Avdinan Midé des Vadaï Malela. On va faire ce qui est sûr, bon pour l'arbre, et donc on va laisser au moins 3 tfachim. Et le Rajbam m'explique que entre au ras de la terre et 3 tfachim, nous avons comme un safek. Est-ce que c'est bon pour l'arbre ou pas? Puisque parfois c'est bon, parfois ce n'est pas bon. Donc pour la Shemitah, puisqu'il y a une interdiction de permettre à l'arbre de se développer, donc on doit faire ce qui est sûr, mauvais pour l'arbre, puisque c'est un safek qui sort de Horaïta, et donc on coupera au ras du sol. L'agma continue, B'dekalem barazim chofer ou mesharesh. Donc nous avons vu que si c'est un dekel, un palmier ou un razim, un cèdre, on va refaire, creuser et enlever les racines parce que le tronc ne repousse pas. Demande l'agma avec erzen disons machlif, parce que le tronc ne repousse pas. Vehadarish rabria bar lulaini. Pourtant, rabria bar lulaini va être doresh pasuk. Maï dirtiv. Quelle est l'explication du pasuk? Tzadik katam marifra keres balevon nizge, que le tzadik est comparé au palmier et au cèdre, donc il va pousser, grandir, se développer comme le palmier dattier et comme le cèdre. Rabbi Chia bar Lulaini vient expliquer pourquoi la Torah compare le tzaddik au palmier dattier et au cèdre. Im ne'emar tamar lama ne'emar erez. Si c'est marqué tamar, pourquoi erez? Im ne'emar erez lama ne'emar tamar. Si le tzaddik comparé au cèdre, pourquoi au tamar? Pourquoi au palmier dattier? Le Rajbam m'explique, étant donné que l'un produit des fruits, le tamar, le palmier dattier, mais pas le cèdre. D'un autre côté, le cèdre, lorsqu'on coupe le tronc, il va repousser. Le palmier dattier ne va pas repousser. Donc, est-ce qu'on compare le tzaddik à l'un ou à l'autre? Y a-t-il une contradiction si on compare le tzaddik entièrement au Erez ou entièrement au tamar? Et Rabbi Chia va répondre, il onemar Erez, l'onemar tamar. C'était marqué juste le Erez et pas le tamar. Et omer marezeno seperot. J'aurais comparé le tzaddik juste au Erez, au cèdre qui ne donne pas de fruits. Donc, j'aurais dit av tzaddik et no seperot. Le tzaddik ne fait pas de fruits. Que signifie que le tzaddik ne fait pas de fruits? C'est-à-dire qu'il mange tout le bénéfice de ses actions dans ce monde-ci, il n'a rien au monde futur. Ou bien, au contraire, on ne lui donnera pas le fruit de ses bonnes actions. Donc c'est pour cela que c'est marqué
tamar, l'écart nemar tamar, que le tzaddik produit aussi, donne des fruits. Vim nemar tamar, c'était marqué tamar et pas erez, aïtiom même tamar, disons machlif. J'aurais pu dire de la même manière que le tamar palmidatier, lorsqu'on le coupe, le tronc ne repousse pas. Af tzaddik, disons machlif. Je crois que le tzaddik aussi, son tronc ne repousse pas, c'est-à-dire que s'il meurt, il ne va pas avoir un enfant aussi grand que lui, ou s'il tombe, il ne pourra pas se relever. L'écart nemar erez, c'est pour cela que c'est marqué erez. Donc il est aussi comparé au erez. Il a le tzaddik, la ma'ala, le point fort de l'un et de l'autre. Et là, alors la Gemara vient répondre, puisqu'on voit ici que le erez, lorsqu'on le coupe, le tronc reprend, et la achab maskinim charmine arazim. Ici, on parle des autres sortes de erez. Que les Rabba Baravuna, comme Rabba Baravuna a dit, Dama Rabba Baravuna amre berav, on a dit au nom de Rab, Asara mine arazim en. Il y a 10 sortes de arazim. Shnema, comme c'est marqué. Eten, Bamidbar, Erez, Shita, Ve'adas. Nous avons ici un passouk, c'est marqué. Navi Ishaya, je donnerai dans le désert. Erez, Shita, Ve'adas, Ve'etz, Shemen, Sim, Ba'arava, Berosh, Tidar, Ut, Ashur, Yachdar. Nous allons expliquer ce passouk. Il y a ici 10 sortes de Erez de la famille du cèdre. Erez, Arza. La Gemara va donner les noms qui étaient connus à l'époque. Le Erez, c'est Arza. Donc, Arza, traduit par le cèdre, ici le Rashbam le traduit par le chêne. Shita, c'est Tournita. Tournita, c'est le pain. Adas, Asa, le myrte. Etz, Shemen, c'est Aparsema, le palmier. Broche, c'est Barti, le Rashbam dit le buis. Tidar, c'est Shaga. D'après certains, dit le Rashbam, c'est donc la résine. Donc c'est le aparsemal, balsamier d'où sort le shemen aparsemon. Et l'autre, ut ashur, c'est shurbina. Le Rashbam dit, je ne sais pas ce que signifie shurbina. La Gemara demande, mais ici dans le passouk, nous avons un eshiva, il y en a 7. Nous avons dit qu'il y en a 10. Kate Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit que aussi fou alem, les Chamim ont rajouté encore 3 autres sur ceux qui sont marqués dans le passouk. Donc, Alonim, Almonim, Almogim. Quels sont ces 3-là? Alonim, c'est Boutni. Boutni que Rashbam traduit ici par l'arbre Aala que nous voyons dans le passouk, c'est Boutma. Ou Almonim, c'est Blouti. Blouti, c'est aussi le chêne, une sorte de chêne qui donne des glands, dit le Rashbam. Et Almogim, c'est Kesita. C'est un arbre qui pousse dans la mer, le corail, dit le Rashbam. Et Kad et Amri, d'après notre version, les 3 qu'on a rajoutés, c'est Aronim, Armonim, Almogim. Aronim, c'est Ari. Ari, c'est le laurier, dirait le Rashbam. Armonim, c'est Dulbi, c'est le châtaignier. Et Almogim, c'est Kisita, c'est le corail. Donc nous avons effectivement plusieurs sortes de cèdres. Certains, lorsqu'on les coupe, vont repousser, le tronc repousse, et d'autres ne vont pas repousser. Donc ce qui est marqué dans la Braïta, que le Erez ne repousse pas, c'est une des sortes de Erez, de chêne, de cèdre. Et ce que nous dit Rabchia, que le Erez, le tronc va repousser, c'est une autre sorte, puisque nous avons 10 sortes de Erez. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Meorot Halacha. Le Shulchan Aruch rapporte l'avis des poskim concernant une permission que nous avons le droit donc d'étudier pendant la Kriyat Torah dans certains cas. Comme nous l'avons vu, le Shulchan Aruch termine et nous dit que pour toutes les parachiotes, il faut faire attention, il vaut mieux écouter mot à mot ce que le Shaliach Tzibur nous dit. D'après certains poskim, c'est Meikar Adin, c'est-à-dire que pendant la Kriyat Torah, il est interdit de s'occuper à toute autre chose, même de lire Shnai Mikra Vechat Targum, on doit se taire et écouter la Kriyat Torah du Shaliach Tzibur. Mais même d'après cet avis, entre une montée et une autre, on aura le droit de lire Shnai Mikra Vechat Targum ou d'étudier le Rashi. Le Shlach Kadosh rapporte que lorsque le Shaliach Tzibur commence la lecture de la Torah, tout homme présent doit se concentrer à la lecture de la Torah, même s'il a déjà lu cette paracha plusieurs fois et que c'est un Talmid Chacham.
et qu'il étudie la Torah, il doit s'interrompre et ne pas détourner son attention de la lecture de la Torah. Il doit répondre Amen. Pour compléter le compte des 100 brachot, il faut faire attention et ne pas profaner le nom Chilul Hashem, Chilul la Torah aux yeux des ignorants. Lorsque eux vont voir les Talmidei Chachamim qui ne sont pas attentifs, qui n'écoutent pas la lecture de la Torah, ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas se dire c'est parce qu'ils étudient, mais eux aussi vont se permettre de ne pas écouter la lecture de la Torah, et ensuite ils vont venir à discuter, et ceci amènera une profanation du nom divin. Donc la faute sera très grande. Donc tout homme doit écouter, donc bien ouvrir ses oreilles comme s'il écoutait l'ordre du roi qui venait d'arriver, donc il est très attentif, et toute personne doit aussi faire attention que ceux qui sont autour de lui, proches de lui, ne parlent pas, qui ne s'occupent pas autre chose pendant la lecture de la Torah, mais seulement d'écouter la parole d'Hachem. Celui qui agit ainsi, il peut être heureux et Ashrei Chelko de sa part dans le monde futur, il sera Zoché et Mezaké et Tarabim, et sur lui, on pourra appliquer les paroles du Tana, tout celui qui respecte la Torah, son corps lui-même, c'est-à-dire sera respecté par les autres.